2024. Donc, on va vous présenter la méthode d'enquête ainsi que des cas cliniques. Donc, tous ces outils de présentation sont des outils pour vous, pour les formateurs, pour que vous puissiez vous-même former dans vos structures. Ces outils ont été présentés par Santé publique France au CEPIAS il y a 2 semaines. Donc, on n'a pas, voilà, on n'est pas plus en avance que vous. Donc voilà, donc c'est tel quel qu'on reprend les outils présentés et qu'on vous les présente. Donc je ferai cette présentation avec ma collègue Olivia Adi-Brandmeyer, qui est biostatisticienne au CEPIAS Grand Est. Et moi-même, je suis donc praticien hygiéniste au CEPIAS Grand Est sur le site de Strasbourg. Il y a mes 2 collègues aussi, Rachel Schlebus et Marina Colo, qui sont infirmières hygiénistes et qui vont plutôt gérer l'aspect chat avec les questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Et on remettra les micros en on après la première présentation sur les méthodes de l'enquête. Et on les laissera allumer au fur et à mesure des cas cliniques que vous puissiez poser vos questions, soit par micro, soit par le chat. Est-ce que j'ai tout dit, Olivia, en termes de... Oui, tous les outils donc, seront mis à disposition. Les webinaires sont enregistrés, comme vous le voyez peut-être, et seront mis aussi à disposition sur le site du CEPIAS. Les 2 webinaires, celui d'aujourd'hui et celui du 18, sont sensiblement pareils, donc il n'y a pas besoin de faire les 2. Peut-être que les cas cliniques, comme il y en a 10, je ne sais pas si on fera tous les cas cliniques aujourd'hui. Ça sera peut-être la seule différence. C'est peut-être, si on n'arrive pas à tout faire aujourd'hui, de compléter la prochaine séance ce qui manque. On y va. Je ne sais pas si tu vois autre chose avant de commencer. Non, tout dit. OK, enfin, on y va. Donc, il y a un plan, de façon très, très brièvement, hein, on vous présente le contexte et les objectifs, je pense que vous les connaissez certainement. La méthode d'enquête, et puis on s'attardera plus sur l'organisation de l'enquête, à proprement dit, comment elle doit être organisée dans vos structures, et un peu plus sur les questionnaires, le remplissage des questionnaires établissements et les questionnaires résidents. On fera un point également sur l'application Previas. Par contre, là, il y a un micro qui n'est pas coupé. Mets ton micro, Sophie, on ne t'entend pas. En fait, quand on coupe les micros, le mien, il se coupe aussi. Oui, c'est ça. Donc, on fera je disais, je ne sais pas où est-ce que vous m'entendiez ou pas, pour l'application Previas, Santé publique France, elle fera une formation spécifique sur l'application. Et la prise en main de l'application, elle sera ouverte à toutes les structures. Normalement, elle est prévue pour fin avril. C'est ça, Olivia, je pense? Ouais. Oui, c'est ça. Donc, voilà, on n'a pas la date précise. Et donc, dès qu'on a l'information, on vous la communiquera. Donc, alors, les contextes, donc un des éléments de contexte. Donc, comme vous le savez peut-être, il y a déjà eu 2 autres enquêtes nationales en EHPAD. Et il y en a une en 2010 et une en 2016. Les données qui ont été recueillies en 2010 et en 2016 ne sont pas vraiment identiques. Donc, les comparaisons, elles ne peuvent pas vraiment se faire entre ces 2 enquêtes-là par rapport au site infectieux, par rapport aussi à la période d'enquête. Les 2 enquêtes ne se sont pas passées au même moment. Donc, ils espèrent qu'il y a quand même des variations entre celle qui est faite en 2024 et 2016, mais pour les sites infectieux et pour la période d'enquête, elle est identique. Donc, il y aura plus d'éléments de comparaison
entre l'enquête menée en 2016 et celle menée en 2024. Donc, pour le protocole d'enquête, c'est une inspiration de l'enquête qui est menée en Europe par le CDC, donc qui a été adaptée en France plutôt en la simplifiant. Donc, ça a été le travail d'un groupe de travail donc, qui a réuni Santé publique France et des CEPIAS, des EHPAD, des ARS. Donc, ça a été leur travail en 2023 afin de présenter donc un guide d'enquêteur et puis tous les outils que vous avez là. Ils nous les ont présentés en 2024. Alors, l'objectif, c'est comme toutes les enquêtes de prévalence, qu'elles soient en EHPAD ou qu'elles soient dans un établissement de santé, c'est de mesurer un jour donné la prévalence des IAS et des traitements anti-infectieux, donc prescrits dans les structures. De mesurer la prévalence de ces IAS à différentes échelles, donc c'est à l'échelle d'un établissement, mais c'est aussi à l'échelle régionale, nationale et européenne, ce qui va permettre des comparaisons et des comparaisons temporelles entre les 2 années. C'est également de décrire, vous le verrez aussi dans les questionnaires par rapport aux données qui sont recueillies, décrire des infections associées aux soins, décrire les sites infectieux, les micro-organismes impliqués, les résistances, décrire les anti-infectieux, quelles molécules, à quel poso, à quelle durée, les contextes de prescription, est-ce qu'il y a eu des réévaluations ou pas. Et puis, on espère que ce type d'enquête, que ce soit en établissement de santé ou en établissement médico-sociaux, puisse mobiliser un petit peu sur le risque infectieux et le bon usage des antibiotiques. En tout cas, c'est les objectifs, une part des objectifs visés par ce type d'enquête. Et puis, comme on a dit, permettre d'avoir des données régionales, locales, nationales pour pouvoir prioriser des actions de BUA ou de PRI au niveau national. Et aussi contribuer à l'enquête européenne, puisque les données, une partie des données qui seront recueillies seront intégrées dans l'enquête européenne. Donc, les arguments que vous pourrez avancer pour mobiliser les personnes de vos structures sont un peu répertoriés sur cette diapo. Donc, c'est de les amener au fait à impulser une sorte de politique de prévention du risque infectieux dans l'établissement, peut-être à avoir des données au fait, dans leur structure sur la PRI et la BUA à un temps donné, et pouvoir par la suite, si elle est répétée, et si vous avez fait celle du 2016, avoir des moyens de comparaison et d'évolution. Sachant que dès que vous remplirez les données dans Prévias, il est prévu que vous ayez un rapport automatique pour votre établissement. Donc, vos données, vous les aurez. Donc, voilà. Donc, c'est aussi une façon d'avoir ces données et de pouvoir un peu mobiliser les personnes autour de cette thématique-là. Vas-y, Olivia. Alors, la méthode d'enquête, donc là, c'est un rappel ce que c'est qu'une prévalence, au fait. Donc, qu'est-ce qu'on va recueillir comme type de données? Donc, la prévalence des résidents infectés et des traitements par antibiotiques, ça correspond à la proportion des résidents présentant au moins une IAS ou traités par au moins un antibiotique un jour donné, exprimé pour 100 résidents. On va également recueillir la prévalence des IAS et des antibiotiques, pareil, ramenés à 100 résidents. Et là, ils redéfinissent également la notion de cas prévalent. Donc, qu'est-ce qu'un nouveau cas? Ça, c'est pour répondre aussi à la question qu'est-ce qu'une IAS active le jour de l'enquête. Donc, un nouveau cas, c'est un résident qui déclare une IAS le jour de l'enquête ou qui a un traitement antibiotique prescrit le jour de l'enquête. Mais on intègre également les anciens cas, c'est-à-dire les cas qui seront encore infectés le jour de l'enquête, c'est-à-dire l'infection est toujours active, le résident n'est pas guéri, donc il a encore une symptomatologie ou
Il n'a plus de symptomatologie, mais il a quand même un traitement anti-infectieux qui est toujours en cours le jour de l'enquête. Donc ça fait partie des IAS actives et qui seront intégrés dans l'enquête. Il rappelle également qu'est-ce que c'est qu'un taux de prévalence par rapport à un taux d'incidence. Donc ça, c'est plus de l'épidémiologie. Donc le taux de prévalence, il dépend de la durée de l'infection et du traitement et de la vitesse d'apparition des nouveaux cas, contrairement au taux d'incidence. Alors la population étudiée. Donc c'est toutes les EHPAD qui sont intégrées ou qui sont invitées en tout cas à faire cette enquête à partir du moment où elles ont un hébergement médicalisé et qu'elles ont un accueil complet des résidents. Donc toutes les EHPAD. Il y a un échantillon tiré au sort qui sont plus sollicités, ou plutôt plus parce que c'est l'échantillon qui sera intégré à l'enquête européenne. Donc ceux-là, ils sont plus incités à faire l'enquête. Donc il faut insister plus sur ces établissements-là. Mais toutes les autres EHPAD qui souhaitent faire cette enquête, voilà, il faut leur dire qu'ils peuvent la faire et surtout qu'ils auront une analyse de leurs données également. Je veux dire, il n'y a pas que l'échantillon, il n'y a pas que les échantillons d'EHPAD qui seront l'analyse ne sera pas uniquement sur ces EHPAD-là. Alors, il y a aussi une démarche un peu pilote où ils ont incité également d'autres établissements de type femmes, MAS, à intégrer également l'enquête de prévalence. Donc, voilà, c'est un projet pilote. Donc, ils verront ce que ça donne. Est-ce qu'il y aura de la participation? Est-ce que ces établissements-là participeront ou pas à l'enquête? Donc, sont intégrées pour les femmes et les masses seulement celles qui ont un hébergement complet et pour lesquelles il y a des soins médicaux ou infirmiers. Donc, les FAS, par exemple, elles ne sont pas visées par l'enquête. Alors, par rapport aux résidents qui sont éligibles, donc ça, c'est la définition qu'il faut avoir en tête pour intégrer, pour remplir ou pas un questionnaire, finalement, un questionnaire résident. Donc, le résident est éligible s'il a un hébergement complet au moment de l'enquête, s'il est présent à 8 h du matin le jour de l'enquête qui se passe dans l'établissement, et s'il est présent aussi au moment du passage de nos enquêteurs. Mais par contre, sont tolérées, bien sûr, les absences temporaires. Donc, s'il est en consultation, s'il a un examen médical, il est quand même pris en compte. Donc, on l'intègre dans l'enquête. S'il s'absente pour une sortie juste temporaire, une sortie familiale, pareil, on le compte dans l'enquête. Et s'il est transféré dans un autre secteur de vie de l'établissement, il est intégré dans l'enquête. Par contre, sont exclus tous ceux qui seront absents le jour de l'enquête et toutes les sorties définitives ou les transferts dans un établissement de plus de 24 heures. S'il est transféré dans un établissement de santé et que cette hospitalisation, elle va durer plus de 24 heures, que ce n'est pas juste une consulte, à ce moment-là, on exclut. Il ne fait pas partie des résidents qui sont éligibles. Et bien sûr, tous ceux qui ne participent pas à l'enquête, mais ça on le verra tout à l'heure pour la note d'information aux résidents, tous ceux qui ne souhaitent pas participer à l'enquête, que ce soit le résident par sa propre volonté ou par celle de ses ayants droit, enfin de sa famille, a le droit de ne pas faire partie de l'enquête et donc sera retiré des questionnaires. Alors, ça c'est l'échantillon qui sera intégré à l'enquête européenne. Donc, ils ont tiré au sort 940 EHPAD au niveau national et au niveau de la région. Je parle sous le contrôle d'Olivia, je pense qu'on est à 73 EHPAD. 76. 76. Voilà, donc normalement, tous ces tirés au sort ont été informés spécifiquement
pour les inciter à plus participer à l'enquête. Et tout ça, donc tout ce qui vient après participation, donc on en a déjà parlé. Des EHPAD, c'est sur le volontariat, mais voilà, il faut les encourager quand même, celles qui ne sont pas tirées au sort. Et puis Femmes Masse, c'est une démarche pilote, donc ça dépend de la faisabilité de la structure, s'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Je pense que c'est bon. Ouais, j'ai déjà dit. Oui, bon, donc ça, c'est quoi de neuf par rapport à 2016, au fait, par rapport à l'UNP 2016. Donc, je ne sais pas s'il y a certains qui l'avaient fait en 2016. Je ne sais pas si vous vous en souvenez aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une diapo pour dire à peu près ce qui est différent. Donc, ils intègrent en plus les femmes et les masses, qu'on vient de dire, et que tous les établissements médico-sociaux peuvent participer, alors qu'avant, c'était seulement un échantillon. Et il y a aussi l'histoire mais je pense qu'Olivia elle va pouvoir plus vous expliquer. Il y a aussi l'histoire des données agrégées. Tu veux prendre la parole, Olivia, là-dessus? Oui. Donc effectivement, cette année, donc, chaque résident fera l'objet d'un questionnaire résident qu'il présente ou non une IS ou un traitement anti-infectieux. Alors que précédemment, dans l'enquête précédente, c'était uniquement les résidents qui avaient un traitement pour lesquels on remplissait un questionnaire. Donc la conséquence, c'est que les données agrégées, donc c'est-à-dire les dénominateurs résidents éligibles, on verra par la suite en détail, ils seront calculés automatiquement à partir des caractéristiques des résidents. Il n'y aura plus de tableau récapitulatif à compléter dans le questionnaire établissement. Donc, en fait, concrètement, on remplit un questionnaire pour tous les résidents, qu'ils aient ou pas une infection associée aux soins, qu'ils aient ou pas un traitement anti-infectieux le jour de l'enquête. Donc, tous les résidents éligibles qui ont donné leur accord sont intégrés dans l'enquête. La diapo suivante. Alors, pour la période de l'étude, donc, elle se passe entre le 15 mai et le 28 juin. Donc, plusieurs possibilités de recueil. On peut faire plusieurs jours de recueil sur plusieurs secteurs, si on a plusieurs secteurs dans son établissement. Mais par contre, c'est un seul jour pour un seul secteur. C'est un jour donné pour un secteur donné. Donc voilà, on va vous les présenter, les questionnaires établissement, les questionnaires résidents. C'est ce que je viens de dire, compléter les questionnaires résidents pour tous les résidents éligibles. Alors pour la saisie des données, donc ça sera sur Prévias jusqu'au 30 septembre. Vous pouvez saisir les questionnaires résidents, mais vous pouvez ne pas les valider. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour valider les questionnaires résidents. Par contre, au 30 septembre, il faut avoir validé le questionnaire établissement, saisi et validé le questionnaire établissement. Donc, vous pouvez revenir sur vos données résidents jusqu'au 31 décembre. Mais par contre, au 30 septembre, par contre, pour le questionnaire établissement, il faut l'avoir validé. Vas-y, Olivia. Alors, donc là, en amont du recueil de données, tu l'as là, diapo? Ouais. Donc, en amont du recueil de données, donc ça, c'est toute la chronologie de comment vous pouvez, en tout cas, organiser l'enquête dans vos établissements. Donc, il faut informer, informer la direction de l'établissement de la programmation de l'enquête. On présuppose quand même qu'il y aura quand même une équipe, voilà, dans les établissements, un peu qui rassemble un peu la direction, un peu le médecin co s'il y en a un, l'IDEC s'il y en a un. Voilà, on pense que c'est plutôt une équipe, ça ne repose pas sur une seule personne. Et aussi un délégué de protection des données. Donc, je ne sais pas si certains établissements ont ce type de personnes dans leur groupe, mais en tout cas, il faut les informer.
Il faut également contacter les responsables des secteurs et des unités de vie pour s'accorder sur le jour de l'enquête, qu'il n'y ait pas de surprise, voilà, d'annoncer tel jour, telle enquête. Voilà, c'est pas, faut pas venir comme ça, c'est pas un audit, voilà. Vas-y, Olivia. Alors, réunir et former les enquêteurs, mettre à disposition les outils nécessaires à l'enquête. Donc ça, on va le voir, c'est plutôt le rôle du référent de l'enquête. Donc, la constitution de l'équipe qui sera en charge de l'enquête est constituée dans chaque établissement participant. Si un EMS dispense un temps de praticien et d'infirmier hygiéniste ou d'une EMH, bien sûr, cette personne elle doit être intégrée à cette équipe. Il faut bien sûr profiter de l'expertise de ces personnes-là pour mettre en œuvre l'enquête. Ça ne veut pas dire que c'est eux les référents de l'enquête. Voilà. Donc après, c'est une organisation que vous devez tous avoir en interne. Donc la composition de l'équipe va varier en fonction de la taille de l'établissement et des personnes ressources qui sont dans les établissements. En tout cas, il faut un référent d'enquête. Il faut un coordonnateur, en tout cas, de l'enquête. Quelqu'un qui va un peu chapeauter tout ça. Donc ça peut être un médecin, un infirmier coordinateur, un cadre ou l'hygiéniste de l'établissement. Il faut des enquêteurs. Donc là, il va falloir se reposer sur les professionnels de santé de l'établissement. Donc plus l'établissement est gros et plus il faudra des enquêteurs qu'il faudra également former. Et après, il faudra un correspondant médical pour valider les données médicales. Donc il faut quand même qu'un médecin coordonnateur ou médecin traitant puisse valider les données médicales des fiches. Après, si vous n'avez pas de médecin à disposition, vous pouvez quand même faire l'enquête et au niveau du questionnaire établissement, à un endroit, on vous demande est-ce que ces données ont été validées ou pas au niveau médical, vous cochez non. Mais bon, je pense qu'il faut quand même, c'est compliqué de faire cette enquête sans un avis médical. Donc, le rôle du référent, donc là, tout est détaillé. Je ne sais pas si je reprends tout ça. Le rôle du référent, donc avant l'enquête, le jour de l'enquête, on voit bien que c'est à lui de coordonner, en fait, de déterminer donc, le périmètre de l'enquête, où va se passer, quels sont les résidents qui vont être éligibles, de sortir la liste des résidents éligibles, de renseigner aussi les informations relatives au questionnaire établissement. Donc ça, c'est du rôle du référent. C'est lui qui va expliquer les critères d'inclusion, donc fournir aux enquêteurs les questionnaires en format papier, et donc qui va coordonner tout ce recueil de questionnaires. La diapo suivante. Alors, le plus proche possible du jour de l'enquête, il s'assure de la validation clinique des diagnostics d'infection et des prescriptions anti-infectieuses par le correspondant médical. Donc, si lui, il est médical, ben, il pourra le faire lui-même. Mais si, voilà, s'il n'est pas médical, il faudra quand même qu'il se rapproche d'un correspondant médical pour valider ses diagnostics et ses prescriptions anti-infectieuses. Donc, voilà. Après, il va vérifier le nombre de questionnaires résidents complétés, valider le contenu des questionnaires, regarder s'il y avait des valeurs aberrantes ou des données manquantes. Donc, il est quand même le garant du bon remplissage des questionnaires parce que le questionnaire papier va servir de support pour rentrer toutes les données dans l'application Previas. Donc, plus votre questionnaire papier sera bien rempli, plus vous facilitez la saisie, même si ce n'est pas les mêmes personnes qui recueillent sur le terrain et celles qui saisissent sur Previas, plus la fiche papier sera bien remplie et correctement remplie, plus ça facilitera la saisie dans Previas parce qu'il y a quand même comment on appelle ça? Des données qui sont bloquantes, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la donnée, vous ne pourrez pas avancer dans le questionnaire.
Et donc après la saisie des données, il est quand même garant de l'archivage des questionnaires, mais jusqu'au 31 décembre. C'est-à-dire au-delà du 31 décembre, il faudra supprimer les questionnaires papier. Il ne faudra pas les garder puisqu'il y a des données patients, il y a les noms des patients dessus. Alors là, c'est le rôle de l'enquêteur. Bon, avant l'enquête, il prend un rendez-vous avec les professionnels de santé, il les informe, il s'assure d'avoir été formé à l'enquête. Et donc, il récupère au niveau du référent la liste des résidents éligibles et prépare le questionnaire papier, vérifie les critères d'inclusion, informe les résidents enquêtés. Enfin, il les informe au moment du passage, mais il y a une information préalable qui doit être faite par le directeur d'établissement ou par le référent. Il faut informer au préalable et peut-être informer au moment où vous faites l'enquête, mais ça, c'est normal. Enfin, je pense que vous le faites assez spontanément quand vous faites des évaluations. Donc, compléter le questionnaire résident sur support par papier. Donc là-dessus, il faut croiser différents types de supports d'information, le dossier du soignant, le dossier médical, interroger les professionnels de santé du secteur et de l'unité enquêtée pour pouvoir compléter vos grilles. Il faudra aussi revenir, si vous n'avez pas tous les résultats microbiologiques, des fois il y a un ECBU en cours et vous n'avez pas le résultat microbiologique, donc il faudra penser à revenir pour avoir le résultat microbio, pouvoir rentrer les données de résistance sur les questionnaires. Et donc, une fois que votre questionnaire est complet, vous le remettez au référent qui, lui, doit se charger de la validation médicale. Et donc après, le plus proche possible de l'enquête, vous saisissez le questionnaire résident dans Prévias. Donc là, ça dépend de votre organisation. Soit c'est vous, enquêteur, qui faisiez la saisie, soit c'est une autre personne qui est en charge de la saisie. Et comme je vous ai dit, plus le questionnaire papier sera bien rempli et correctement et lisible, plus ça sera facile pour la personne qui saisit dans Prévias. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure, il faudra vous munir des codes d'infection et des codes des traitements anti-infectieux pour remplir dès le départ le code que vous retrouverez dans l'application Prévias et pour éviter toute source d'erreur. Alors, le correspondant médical, donc son rôle, il est clair. Hein, donc, c'est confirmer le diagnostic des infections associées aux soins, confirmer l'indication des traitements anti-infectieux et confirmer l'indication de la réévaluation de l'antibiothérapie ou pas, si elle n'a pas eu lieu. Et donc, en l'absence de correspondant médical, le référent de l'enquête mentionne dans le questionnaire établissement non à la question validation des infections et des traitements anti-infectieux par un correspondant médical. Donc, vous notez que vous n'avez pas de correspondant médical. Donc, au niveau des critères d'inclusion des résidents, on l'a vu tout à l'heure. Et comment informer les résidents? Donc là, il y a une note d'information qui a été effectuée par Santé publique France. Donc, c'est une lettre d'information. Donc, cette lettre d'information, elle doit être remise individuellement, soit à la personne, soit à sa famille. Et après, vous pouvez également, au niveau de l'institution, au niveau de la structure, l'afficher, peut-être à la période de l'enquête, pour que l'information soit également disponible visuellement. Et donc, voilà, donc dans cette lettre d'information, il y a le droit d'opposition. Donc, la famille ou le résident lui-même peut s'opposer à faire partie de l'enquête. Et donc après, là, on va vous présenter spécifiquement les questionnaires, les parties à remplir. Donc le questionnaire établissement, je laisse Olivia vous le présenter.
Alors, le questionnaire établissement, il est composé de 4 sections. Donc, une section données administratives, périmètre de l'enquête, capacité et charge en soins et organisation des soins. Donc, la première partie, données administratives. Donc, ce sont des données qui seront pré-remplies dans l'application et donc que le référent de l'enquête devra vérifier au moment de la saisie dans Prévias. Donc, en détail, il est demandé la raison sociale de l'établissement, le finesse géographique, le finesse juridique, la région, le département, la commune et le code postal, le statut juridique et la catégorie d'établissement. Donc, ces données, elles sont pré-remplies à partir des données finesse. Donc, à contrôler. Et dans le cas d'un groupement multisite, parce qu'on verra un peu par la suite, il est possible de remplir l'enquête pour un groupement d'établissements. Ces données administratives correspondent à celles de l'établissement référent du groupement. Il sera demandé également de vérifier l'option tarifaire qui sera pré-remplie de l'établissement, également si l'établissement est rattaché à un établissement de santé. Et il y aura également l'utilisateur en fait au profil administrateur local pour l'établissement qui sera pré-rempli dans l'application à partir des contacts que nous avons dans l'annuaire national des CEPIAS. Donc préférentiellement, cet administrateur local est le référent de l'enquête qui disposera donc des droits de gestion de l'établissement et des utilisateurs. Donc, au cas où aucun utilisateur n'est indiqué dans la case administrateur local, il faudra que le référent de l'enquête contacte le support applicatif de Prévias pour indiquer le prénom, le nom et l'email de la personne désignée comme administrateur. Et dans le cas où un administrateur local souhaite transmettre ses droits d'administrateur à un autre utilisateur de l'établissement, ça, il pourra le faire directement dans l'application. Ensuite, il y a la partie périmètre de l'enquête. Donc là où le référent indique si le questionnaire est complété pour un seul établissement ou pour un groupement d'établissements. Et dans le cas où ce questionnaire est complété pour un groupement multisite, le référent devra communiquer au support applicatif de Prévias la liste des établissements regroupés, qui est une validation au niveau de SPF. Et à savoir que le rapport automatisé sera donc généré pour le groupement. Donc, quand on parle de groupement établissement, c'est des établissements qui appartiennent à la même entité juridique, qui présentent une proximité géographique ou une homogénéité d'organisation des soins. Et une autre précision également pour donc cette partie, l'ensemble des établissements regroupés, il ne faudra pas indiquer l'établissement référent du groupement. Ces coordonnées seront indiquées dans la section données administratives. Ensuite, à propos de la section capacité et charge en soins, donc le référent de l'enquête devra recueillir ces données auprès de son administration. Et pour un groupe multisite, ces données seront recueillies pour l'ensemble des établissements du groupement. Donc, il faudra indiquer la capacité autorisée de l'établissement au moment de l'enquête. Donc, de la même façon, cette donnée sera pré-remplie à partir des données finesse, donc à vérifier et à corriger si besoin. Il faudra également indiquer le nombre de jours annuels d'hébergement en 2023, donc le nombre de jours d'hébergement complet ou partiel. Et il faudra également indiquer les dernières estimations connues du GIR et du pathos moyen pondéré de l'EHPAD par rapport à la date de l'enquête. Donc, ces deux indicateurs seront à remplir uniquement pour les EHPAD. Et la dernière section concerne l'organisation des soins. Donc, le référent devra également recueillir ces données auprès de son administration. Donc, il est demandé d'indiquer si un médecin coordonnateur est nommé dans l'établissement, si une infirmière diplômée d'État de coordination ou cadre ou référente paramédicale exerce dans l'établissement, indiquer si au moins un correspondant ou référent en hygiène est identifié parmi le personnel de l'établissement,
Indiquer également si l'établissement dispose de l'accès à une expertise en hygiène au moment de l'enquête. Donc, il peut s'agir d'une équipe opérationnelle, in situ ou inter-établissement ou d'une EMH. Par contre, il faut exclure le recours au personnel du CEPIAS dans cette question. Il faudra ensuite indiquer si l'établissement dispose d'un accès à un référent en antibiothérapie au moment de l'enquête. Donc, il peut s'agir d'un infectiologue d'un établissement, d'un référent antibiotique d'une équipe mobile en antibiothérapie. Mais il faudra exclure le recours aux professionnels des CRATB. Indiquer également si l'établissement dispose d'une procédure formelle de réévaluation de l'antibiothérapie. Il est demandé aussi d'indiquer si l'établissement comporte au moins une unité d'hébergement complet aménagée, adaptée à la prise en charge des résidents en situation de perte d'autonomie psychique ou physique. Donc, cette question concerne uniquement les EHPAD. Et bon, en dessous, il y a la liste des unités concernées. Où est présent, dans tous les cas, dans le guide de l'enquêteur. Il faudra également renseigner la quantité de solutions hydroalcooliques utilisées par l'établissement pour l'hygiène des mains des soignants et des résidents au cours de l'année 2023. Et si la quantité utilisée n'est pas disponible, il est possible de remplacer par la quantité de solutions hydroalcooliques achetées. Il faudra indiquer la version des recommandations du CASFM utilisée par le laboratoire de microbiologie de référence de l'établissement, donc au moment de l'enquête. Indiquer également si la réalisation de l'ENP 2024 dans l'établissement a été accompagnée par un ou plusieurs professionnels de santé spécialisés en hygiène. Et préciser l'appartenance du professionnel de santé, EMS, EMH, EOH, CEPIAS ou autre. Et enfin, donc la dernière question dont on a déjà parlé, indiquer si la validation des IAS et des traitements anti-infectieux renseignés dans les questionnaires résidents a été réalisée par un médecin. On devra obligatoirement répondre non ou oui. Une réponse inconnue n'est pas admise. Concernant les indicateurs agrégés, donc, qui sont cités ici, donc ceux-ci ne sont plus complétés dans le questionnaire établissement comme dans l'enquête précédente. Comme on disait auparavant, donc on recueille et saisit les données individuelles dans les questionnaires résidents, de tous les résidents, qui permettent de calculer automatiquement les indicateurs agrégés et qui seront reportés automatiquement dans le rapport de résultats généré pour chaque établissement dans Prévias. Voilà pour la partie questionnaire établissement. Ensuite, c'était le jour de l'enquête. Donc, le jour de l'enquête, il faut vérifier les critères d'inclusion des résidents. Rassembler l'ensemble des éléments des dossiers des résidents à partir des dossiers médicaux, dossiers de soins, pour pouvoir compléter donc, le questionnaire, cette fois des résidents. Et donc, compléter le questionnaire résident en commençant par la partie caractéristiques des résidents. Il y a 4 parties dans ce questionnaire. Donc, il y a plutôt 5. Donc, il y a oui, c'est vrai, il y a la première partie qui est l'identification du résident, puis une deuxième qui rassemble les caractéristiques du résident, et puis après, 3 autres parties, une sur les dispositifs invasifs, présence ou pas, et de quel dispositif il s'agit. Une partie sur les traitements anti-infectieux qu'on va voir en détail, et une partie sur les infections associées aux soins. Donc, je te laisse faire la partie. Ouais, vas-y. Pas le début. Ouais. Alors, pour l'identification du résident, donc sur le support papier, il y aura la possibilité donc, de mettre le nom et le prénom du résident. Et sur le support numérique, on pourra anonymiser les données avec un identifiant résident. Il faudra préciser la date de l'enquête
la date du jour de l'enquête pour le résident inclus, inscrire le nom, prénom. Et ensuite, reporter l'identifiant du questionnaire résident qui sera généré automatiquement par Prévias. Donc, la dernière partie de l'identifiant qui sera généré, par exemple ici 12, sera reporté sur le questionnaire papier. Ça permettra, le couple identifiant résident et nom prénom du résident permettra de faire la correspondance entre le questionnaire sur support numérique et le dossier médical du résident dans l'établissement. Et cet identifiant résident, il ne pourra pas être modifié dans l'application. Après, il y a la section caractéristiques du résident, donc à compléter pour tous les résidents éligibles à partir du dossier du résident. Donc là, c'est un exemple dans le cas d'un résident qui n'a ni dispositif invasif, ni traitement anti-infectieux, ni IAS. Donc, il faudra compléter uniquement cette partie-là, identification caractéristique, et cocher non. D'ailleurs, c'est coché non par défaut dans l'application aux 3 autres parties. Concernant les caractéristiques, donc il faudra renseigner l'année de naissance du résident au moment de l'enquête, le sexe du résident, le code ou le nom du secteur ou unité de vie prenant en charge le résident. C'est un champ facultatif, mais il pourrait être utilisé pour stratifier les résultats dans le rapport automatisé. Indiquer ensuite si le résident est pris en charge dans une unité adaptée à la perte d'autonomie psychique et ou physique. Et préciser quel type d'unité. Indiquer si le résident a été hospitalisé dans un établissement de santé au cours des 3 mois précédents au jour de l'enquête. Indiquer si le résident a été opéré dans les 30 jours précédents au jour de l'enquête. Ensuite, documenter la présence d'escarres chez le résident le jour de l'enquête et si oui, indiquer le grade de l'escarre de 1 à 4. Indiquer si le résident présente des périodes de confusion ou des troubles neurocognitifs au moment de l'enquête. Indiquer la mobilité du résident au moment de l'enquête. Et cocher oui si le résident est incontinent au moment de l'enquête. Donc, tous ces items remplacent le GIR du résident qui est demandé dans Prévépat 2016. Donc, une fois que ces deux sections sont remplies, vous aurez les 3 autres sections qui concernent plus donc l'usage des antibiotiques, les anti-infectieux et les sites infectieux. La première partie, on demande si le résident il a un dispositif invasif ou pas. Donc ça, il faudra bien sûr reprendre ce qui est écrit dans les dossiers médicaux et aussi vérifier le jour de l'enquête en communiquant avec le personnel s'il est porteur ou pas d'un dispositif médical. Diapo suivante. Donc sont intégrés dans les dispositifs médicaux 2 types de dispositifs, les sondes urinaires. Donc sont inclus dans les dispositifs endo-urinaires les sondes vésicales, les cathéters sud-pubiens et les sondes urétérales. Mais sont exclus donc tout ce qui est sondage évacuateur ou intermittent, donc les autosondages, l'hétérosondage, tout ça, c'est pas compris comme un dispositif à demeure. Et l'étui pénien également n'est pas un dispositif à demeure, donc vous cocherez non. Puis l'autre type de dispositif qu'on souhaite relever, donc c'est les cathéters vasculaires et là pareil sont ciblés les cathés veineux périphériques, les midlines, les cathés sous-cutanés, les voies veineuses centrales, les pics et les chambres implantables. Par contre, pour tout ce qui est fistule artério-veineuse, donc il faudra coder cathéter veineux périphérique. Vous pouvez sélectionner plusieurs, s'il y a plusieurs cathéters vasculaires, vous pouvez donc sélectionner plusieurs cathéters. Alors, pour ce qui est des anti-infectieux,
Là, vous pouvez renseigner, donc s'il a un anti-infectieux, vous pouvez renseigner jusqu'à 4 anti-infectieux. Bon, je ne pense pas qu'il y ait plus que 4. Donc, alors on vous demande, c'est la prochaine diapo. Voilà, on vous demande de relever les anti-infectieux qui sont ciblés par l'enquête, donc il y en a quand même pas mal. Donc, c'est les antibiotiques à usage systémique, les imidazolés péros antiparasitaires, les antibiotiques intestinaux, les antimycosiques, les antifongiques, les antituberculeux et les antiviraux pour le Covid. Et vous avez toute la liste de ces anti-infectieux dans le guide de l'enquêteur. Donc là, il vous explique un petit peu comment relever les anti-infectieux, mais on va le voir. Donc, il faut croiser les informations par le dossier du patient et en questionnant, bien sûr, les personnes qui s'occupent des résidents. Et bien sûr, il faut une validation médicale après de ce que vous avez relevé. La diapo suivante. Donc, on vous demande de relever le nom de l'anti-infectieux. Ouais, voilà. Donc, soit vous notez la dénomination commune internationale, donc la DCI, le nom commercial ou le code ATC de l'anti-infection. Moi, voilà, je vous conseille d'avoir les codes sur vous. Ça sera quand même plus simple après pour la saisie. On vous demande la voie d'administration, donc IVIM sous-cutané oral. Donc, pour chaque anti-infectieux que vous allez relever, là, pareil, il y a des codes. Donc, autant écrire le code tout de suite. Après, on vous demande la durée du traitement en jours. Il y aura possibilité de cocher inconnu si vous n'avez pas la date de début, de fin du traitement. Si vous n'avez pas notion de cette date-là, vous pourrez cocher inconnu. On vous demande le contexte de la prescription. Est-ce que c'est une prescription qui est curative ou plutôt prophylactique? Et puis après, on vous demande le diagnostic associé au traitement. Donc là, normalement, pareil, vous avez une liste de codes pour le diagnostic à faire valider par le corps médical. Et vous avez aussi également mais ça, je pense que c'est pour le site infectieux, où il y a des logigrammes décisionnels. Mais je pense que c'est plus pour le site infectieux. La prochaine, voilà. Donc ça, c'est les codes. Oui, aussi, pour bien coder le diagnostic, il faudra aussi se référer à tout ce qui est résultats d'examen complémentaires, donc que ce soit la microbio, que ce soit la radiologie, tout ça, ça peut vous aider à établir le diagnostic. On vous demande après pour la réévaluation, donc si le jour de l'enquête, est-ce qu'une réévaluation, si le traitement a été débuté avant les 72 heures, donc du coup, voir s'il y a bien eu une réévaluation à 72 heures. Et donc, si vous êtes arrivé au moment où le traitement a été débuté que depuis 48 heures, vous pouvez mettre, j'avais vérifié sur les codes, il y a NA, donc c'est données voilà, non disponibles. Donc, vous pouvez cocher ça. Vous pouvez aussi, bon, si vous avez la possibilité, de redemander si la réévaluation, de revenir sur le dossier, de voir si la réévaluation a été faite après à 72 heures. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de cocher NA. On vous demande aussi le lieu de prescription. Donc, où a été faite la prescription antibiotique? Donc ça, on le verra dans un cas clinique. Est-ce que la prescription a été initiée dans un établissement de santé et du coup, et elle a été continuée telle qu'elle dans l'EHPAD? À ce moment-là, on dit que la prescription a été faite par un établissement de santé. Mais si elle a été modifiée par le médecin traitant, à ce moment-là, on dit que la prescription, le jour de l'enquête, c'est la prescription le jour de l'enquête qui a été à l'initiative de cette prescription-là. Donc, c'est à ce moment-là, ça serait l'UMS si elle a été modifiée dans la structure. Et donc, la dernière section, c'est celle des infections associées aux soins.
Donc là, pareil, là, vous avez la possibilité de remplir 3 infections associées aux soins. Donc, si la personne elle présente 3 infections, pareil, elle doit être validée par le médecin. Là, c'est une diapositive qui redéfinit qu'est-ce que c'est qu'une infection associée aux soins. Et qu'est-ce que c'est qu'une infection active le jour de l'enquête? C'est ce qu'on a vu en tout début de présentation. Donc, une infection active le jour de... Je ne reviens pas sur l'infection associée aux soins, je pense que vous savez qu'est-ce que c'est qu'une infection associée aux soins, en tout cas vous avez la définition. Une infection active le jour de l'enquête, donc c'est le résident doit avoir des signes ou des symptômes de l'infection présents le jour de l'enquête, ou les signes ou les symptômes étaient présents dans le passé, mais le résident reçoit toujours un traitement pour cette infection le jour de l'enquête. Après, il y a une exception pour la définition de Covid. Donc, et là, vous verrez, il y a dans le guide de l'enquêteur, il y a des logigrammes qui reprennent un peu toutes les infections associées aux soins et pour vous aider à coder si c'est bien, voilà, si c'est bien un Covid et si c'est bien une infection urinaire, etc., une pneumonie, etc. Donc pour le Covid, il faut que le résident dispose d'une analyse biologique confirmant le Covid-19. Donc ça peut être un tag ou une PCR. Enfin voilà, il faut qu'il y ait une analyse qui confirme le Covid dans les 14 jours précédant le jour de l'enquête. Et après, il y a d'autres critères qui sont l'apparition de symptômes 8 jours ou plus après l'admission, ou l'apparition de symptômes 3 à 7 jours après l'admission avec forte suspicion de transmission croisée, ou résultat de la première analyse biologique confirmant le Covid-19 obtenu 8 jours et plus après l'admission, mais apparemment sans symptômes. Donc c'est un Covid asymptomatique. De toute façon, on le verra tout à l'heure dans les cas cliniques. Donc là, c'est tous les codes pour les infections associées aux soins. Alors là, pareil, les codes des infections associées aux soins sont différents des codes pour les traitements anti-infectieux. Donc, il ne faut pas se tromper de grille, puisque les codes sont différents. Donc, je vous conseille de les avoir sur vous le jour de l'enquête. Donc là, c'est une diapo où il vous explique un petit peu comment obtenir toutes ces informations. Repérer les résidents infectés à partir des signes et des symptômes d'infection, en fonction des traitements anti-infectieux, en fonction des examens bactériologiques, examens d'imagerie récents. Donc, en fait, c'est combiner toutes ces sources d'informations. Donc, les algorithmes décisionnels, vous les avez en annexe 5 du guide de l'enquêteur. On demande pour le Clostridium difficile enfin, on le verra aussi après dans la grille de recueil, si le Clostridium est acquis à l'hôpital, c'est probable ou possible. Donc, ils veulent avoir cette notion de savoir si le Clostridium difficile a été acquis dans l'établissement. Pour les cathéters, on l'a vu, ils demandent le type de cathéter qui est mis en cause. Et donc, pour chaque micro-organisme, il faudra renseigner la résistance. On va le voir là tout de suite après. Je n'ai pas la diapo, Olivia. Ah, bah... Quand je l'ai mis. Ah, voilà, là c'est bon. J'ai peut-être avancé trop, non? Oui, voilà. Ouais. Donc ça, c'est les sites infectieux. Donc, 3 sites infectieux possibles. Donc, tu peux aller à la suivante. Déjà, j'ai dit qu'il y avait des algorithmes décisionnels. Pour le CLOD, donc voilà, indiquer à chaque fois si il y a la définition en bas, qu'est-ce que c'est qu'un CLOD certain et qu'est-ce que c'est qu'un CLOD possible. Pour les ICAT, il faut mettre le cathéter qui est mis en cause dans l'infection. La suivante. Pour les micro-organismes, donc en fonction des résultats microbiologiques que vous allez avoir, il faudra noter si un micro-organisme a été retrouvé, il faudra noter le nom du micro-organisme. Donc ça, pareil, vous avez des grilles avec des
des codes pour les micro-organismes. Par contre, s'il n'y a pas eu de... Si l'examen est stérile, il faudra noter le code examen STE. Si il n'y a rien eu de retrouvé, il faudra noter non IDE et non F, ça veut dire que la culture n'a pas été effectuée. Donc ça, c'est par rapport à votre résultat microbio de laboratoire que vous pourrez avoir toutes ces informations. Et la sensibilité des antibiotiques, là, on ne vous demande pas toutes les sensibilités, heureusement. Il y a des sensibilités qui sont précitées, voilà. Donc, en fonction du micro-organisme. Donc, pour le staphylocoque, on recherchera la résistance à l'oxacilline, aux glycopeptides. Pour les entérocoques, Faecium fecalis et aux glycopeptides. Pour les entérobactéries, on cherche la céphalosporinase de 3e génération, la production de carbapénémase, la production de BLSE, la résistance au carbapénémase. Et après, pareil, pour Cyanobacter blumani, on cherche la résistance à la cestazidime et pour le Pseudomonas, à la carbapénème. Donc, ça, c'est en fonction, vous noterez uniquement ces résistances-là. Et je ne sais pas s'il y a un autre. Non, on ne le voit pas là, on le verra dans les cas cliniques, il y a des codes pour ça également. Donc, une fois que tout ça c'est rempli, je pense qu'on passe après. Oui, compléter les résultats d'examen paraclinique. Voilà. Donc, ce qui vous manquera par rapport au jour de l'enquête, vous pouvez les récupérer pour compléter votre fiche résident. Valider vos données par le correspondant médical. Et après, c'est l'étape de la saisie. Et là, je laisse Olivia expliquer un petit peu l'application Previas. Alors, l'accès à Previas, donc là, il y a le lien vers l'application. Il y aura une création automatique des comptes utilisateurs à partir des contacts de l'annuaire national des CEPIAS. D'où l'importance d'avoir les contacts de vos structures dans notre annuaire. Donc, il y aura déjà un premier mail envoyé de la part de Santé publique France aux utilisateurs début mai, contenant un message dans lequel il y aura les établissements auxquels l'utilisateur aura accès, le statut de l'utilisateur, s'il est utilisateur établissement ou administrateur local, et les modalités de première connexion. Dans les 2 jours qui suivent l'envoi de ce mail, il y aura un mail envoyé automatiquement par l'application qui permettra d'initialiser un mot de passe pour finaliser la création du compte. Au cas où vous n'auriez pas reçu ce mail de première connexion ou le premier mail de Santé publique France, il sera toujours possible de s'inscrire directement dans l'application via un bouton inscription et également de retrouver votre mot de passe si vous ne recevez pas le mail de première connexion, mais que vous êtes bien rentré dans l'application, vous pourrez récupérer votre mot de passe, enfin, le créer ou le récupérer. Pour toute question en lien avec l'application, il y a un support applicatif avec le mail suivant. Donc là, je ne rentre pas dans le détail, mais ça explique en fait, en fonction de si vous recevez le premier mail ou pas, le second mail ou pas, la procédure à suivre pour accéder à l'application. Donc, il y aura plusieurs profils utilisateurs. Donc, un profil établissement, où il y aura donc autant de comptes que nécessaire par EMS, et un profil administrateur local avec un seul compte par EMS. Après, les 2 autres profils concernent CEPIAS et Santé publique France. Donc, nous, au niveau CEPIAS, on aura accès à l'ensemble des données de la région. On pourra suivre l'enquête et relancer les établissements. L'utilisateur établissement dans l'EMS aura les droits suivants. Donc, il pourra gérer le profil, par exemple, demander ou supprimer le rattachement à un établissement médico-social. Il pourra saisir, valider, modifier et supprimer des questionnaires et également générer le rapport automatisé et exporter les données. L'utilisateur administrateur local aura donc l'ensemble des droits utilisateur établissement et en plus, il aura les droits de gestion de l'établissement. Donc là, il pourra modifier les données administratives
et la gestion des utilisateurs pour l'établissement. C'est lui qui pourra ajouter ou supprimer des utilisateurs. Donc là, je ne rentre pas non plus trop dans le détail, hein. Il y aura une formation proposée par Santé publique France sur l'application Prévias, normalement fin avril. Donc là, ça reprend en gros les différentes étapes, enregistrer les questionnaires, les valider. Il y aura possibilité de débloquer des questionnaires aussi qui ont déjà été validés, exporter les données, format PDF ou format CSV, générer des rapports et également supprimer les données si besoin. Donc, dans l'annexe du guide de l'enquêteur, il y a les fonctionnalités principales de Prévias, mais il y aura en plus un guide spécifique, il me semble, de l'application. Et une formation sur l'outil en avril proposée par Santé publique France. Voilà, là c'est la dernière partie, on ne vous la présentera pas parce qu'on n'y voit pas vraiment un intérêt là, en tout cas pour d'information pour vous. Là, vous pouvez la consulter. C'est vraiment les nouveautés entre 2016 et 2024. Donc voilà, vous pouvez les consulter, mais on ne fera pas la présentation pour plutôt privilégier l'échange sur les cas cliniques. Donc avant de passer aux cas cliniques, est-ce que vous avez des questions déjà sur cette première partie? Alors, il y a des questions sur le chat, hein, Sophia. Ok. Et après, il faudrait peut-être rallumer les micros aussi après. Je vous demanderai de lever la main si vous avez une question que vous voulez poser au micro. Vas-y, Rachel. La main au niveau informel. Ouais, bon, c'est bon, je vous vois quand même. On commence par le chat, peut-être? Ouais, vas-y, Rachel. Donc déjà, il y a une première question. Est-ce que le référent peut être aussi enquêteur? Oui. Rien n'empêche de faire les deux. Bien sûr, ça... Pour l'accord concernant l'enquête, il y a une personne qui demande si les résidents qui ont des troubles cognitifs, est-ce qu'il faut s'adresser, est-ce qu'il faut envoyer le questionnaire aux familles? Après, c'est à vous de voir si vous pensez que ça peut faciliter, on va dire, la mise en place de l'enquête. Je ne sais pas, après, c'est à vous de voir. En tout cas, la note d'information, oui. Après, le questionnaire, oui, c'est pour information, vous pouvez leur envoyer. Oui, pourquoi pas. Finalement, peut-être que ça va aider à ce qu'ils acceptent pour voir un petit peu quel genre de données sont recueillies sur leur famille. Je pense que oui, ça peut être intéressant de le faire. Ouais. Après, il faut être prêt aussi à répondre à leurs questions. Donc là, ça dépend de votre public, hein. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication, si je peux parler comme ça, à le faire. Au niveau Attends, excuse-moi Rachel, juste pour dire, de toute façon, les données sont sur Santé publique France. Donc, en fait, les gens, s'ils sont curieux, ils vont aller chercher, ils vont trouver. Et, voilà, c'est pas confidentiel. Du coup, il y a une autre personne qui réagit là sur le rôle du référent et qui demande si en petite structure, le référent peut être multicasquette, référent, enquêteur. Oui, tout à fait, oui. La personne peut être multitâche. Oui, tout à fait. Okay. Au niveau des dispositifs médicaux, on a cité des cathéters, que ce soit au niveau de l'abord urinaire que l'abord vasculaire. Ne sont pas concernés les GEP puisque tu n'en as pas parlé. Non, elles sont exclues. Ouais. Juste pour des questions aussi de définition, on a parlé des sous-cuts comme un abord vasculaire, mais on est bien conscient que c'est un abord périphérique. Ensuite, il y avait une question sur les traitements anti-infectieux à visée prophylactique, pardon. Est-ce qu'ils sont à répertorier dans les traitements antibiotiques en cours? Si, je dirais que s'ils font partie de la liste,
Les anti-infectieux, oui, puisque la question, c'est la porte d'entrée, c'est l'anti-infectieux d'abord, savoir s'il fait partie de la liste des anti-infectieux qui sont répertoriés. Et après, c'est pour quel type de... Si c'est... Voilà, c'est pour quel type de... Est-ce qu'on le donne de façon curative ou de... donc oui, s'il fait partie de la liste. Je ne sais On pas a si je une réponds à la personne, question, mais... je pense qu'elle se manifestera si jamais. Ouais, voilà, ouais, ok. Une personne demande comment et où code-t-on les BMR? Où et comment? Bon, bah, en fait, les BMR, bah, ça dépend de votre... La Staph aureus, c'est une BMR. Donc, en fait, la porte d'entrée, c'est la bactérie déjà. Et après, regardez, d'abord, si la bactérie que retrouvée, elle est ciblée dans le guide. Donc, voilà, c'est ça la porte d'entrée. Et puis après, c'est la résistance. Est-ce qu'on recherche la résistance? Est-ce qu'on demande de répertorier la résistance que vous avez retrouvée? Donc, je vais dire, c'est pas toutes les BMR. Il n'y a pas un code spécifique BMR. En fait, c'est le micro-organisme on recense le micro-organisme et quelques résistances liées à ce micro-organisme. Donc, ça ne va pas être toutes les BMR. Et puis, les BMR, ça dépend aussi. Il n'y a pas vraiment de liste exhaustive des BMR. Ça dépend des établissements aussi, hein. D'accord. Une personne qui aimerait qu'on revoie la définition des IAS, puisque de façon plus sommaire, Ah, je elle suis passée définit. peut-être. Ouais. Olivia, Ouais. est-ce que tu peux remettre la définition des IAS, Oui. s'il te plaît, merci. C'était dans... C'est où? C'est après, je pense. Dans la partie résident. Ça. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, donc une infection associée aux soins, c'est une infection qui survient au décours d'une prise en charge du résident et qui n'était pas présente ni en incubation au début de cette prise en charge. Donc, il y a la notion quand même des 48 heures après le début de la prise en charge. Et cette prise en charge, elle est large, hein. Donc, ça peut être au cours d'une prise en charge médicale, mais aussi au cours d'une prise en charge qui inclut des soins, par exemple, de la vie quotidienne. Le nursing, la restauration collective, voilà. Le fait qu'ils aient partagé une activité, ça c'est le cas classique, par exemple, d'une infection respiratoire. Voilà. À partir du moment où elle a lieu dans la structure où le résident est là plus de 48 heures, on considère que c'est une infection associée aux soins et qui est lié à l'établissement. Maintenant, votre résident, il arrive avec une infection, il est hospitalisé, il arrive avec, sauf pour le Covid, il arrive avec une infection qui se déclare, il arrive avec son infection, donc là, l'infection, elle n'est pas due à la structure à l'EHPAD, il est venu avec. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair ou pas, mais de toute façon, dans les cas cliniques, on va en reparler, donc vous aurez des exemples un peu plus précis. Alors, on a du coup plusieurs questions, mais je propose que les personnes peuvent poser peut-être les questions en direct maintenant que les questions sont possibles à l'oral, mais après, je veux bien les reprendre.
Alors, il y avait dans la fiche résident, dans les caractéristiques, comment cocher l'accueil en unité adaptée en UVP. Comment cocher l'accueil? Ben, en fait, il y a des cases prévues. Alors, je ne sais plus dans quelle section, c'est la section administrative. Oui, je crois Vous que c'était pouvez une des premières cocher, feuilles qu'il nous a montré. Hein. ouais, vous pouvez cocher l'accueil spécifique. Ouais, Olivia, elle va vous montrer à quel niveau. C'est dans le questionnaire résident. Ah, parce qu'il y a aussi une question dans le questionnaire. Oui, il y a aussi on une demande question, s'ils ont une unité et après, dans le questionnaire Ouais. résident, on demande. OK. Si. C'est à ce niveau-là que vous pouvez le cocher. Ok. Donc, peut-être repréciser à une personne qui demande si on choisit bien son jour entre les dates indiquées par mai. Je pense que la réponse est oui. C'est vous qui choisissez votre jour. Oui, c'est vous qui choisissez entre la date du 15 mai au 28 juin. C'est vous qui vous organisez. Alors, l'absence de validation de la part d'un médecin, en l'absence, pardon, de validation de la part d'un médecin, est-ce que les résultats seront pris en considération de la même manière? Bonne question. Je transmets. Alors oui, je ne l'ai pas dit, ça, il y aura une FAQ. Donc de toutes les questions qui sont remontées par tous les établissements qui participeront au niveau national. Donc je remonterai votre question. Je n'ai pas la réponse. Mais je ne sais pas. Je poserai la question. Une autre question sur les IAS. On nous dit, alors, toutes les infections vont donc être considérées comme des IAS car c'est leur lieu de vie. Point d'interrogation. Oui, c'est quand même une IAS à partir du moment où elle a lieu, même si on dit que les EHPAD, c'est un lieu de vie, à partir où une IAS a lieu dans la structure où il y a des soins médicaux. Donc, de toute façon, toutes les IAS ne sont pas ciblées. Hein, et certaines sont ciblées, pas toutes. Hein. Donc, pour celle-ci, il n'y a pas de... Pour nous, c'est des IAS. Même si c'est le lieu, on considère que c'est un lieu de vie, c'est quand même un lieu où il y a des soins médicaux. Médicaux, paramédicaux, où il y a... Voilà. Donc, Donc, toujours par rapport à l'UVP, apparemment, il n'y a pas de possibilité dans la fiche résident de cocher UVP. Donc, je ne sais pas par quel... est écrit, oui, USA, le résident est pris en charge dans une unité de soins adaptée USA ou unité protégée. Donc, c'est ce code-là pour tous, pour USA, pour UP, pour les cantons et apparentés. Si c'est ça la réponse à la question. Alors, est-ce qu'une IPA pourra valider la partie médicale? Est-ce que qui? Une IPA, une infirmière en pratique avancée, pourra valider la partie médicale? Je ne sais pas. Je pose la question. Normalement, non. Je crois que j'ai fait le tour du chat. Si des personnes ont des questions en levant la main. Il y avait une question tout à l'heure de Madame Sibu qui avait levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce qu'on va avoir un récap papier avec tous les codes? Tout est dans le guide de l'enquêteur. Et qu'on va recevoir comment? Par mail ou par courrier? Alors, c'est déjà en ligne. Dans le mail que vous avez reçu déjà d'invitation,
il y a un lien qui vous permet d'aller directement sur la page Santé publique France où il y a tous les documents. Après, Olivia va tout mettre au niveau du site du CEPIAS et on vous renverra le lien là où vous pouvez trouver et la présentation d'aujourd'hui, les cas cliniques, enfin, toutes les ressources nécessaires. Ok, ouais, parce que moi j'ai un médecin co, mais qui n'est pas très ordinateur, qui n'est pas très tout ça, donc Par contre, il n'y aura que j'ai pas un support de. derrière. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de, comment dire, d'exploitation de papier. Même s'il n'est Ouais. pas informatique, il faudra bien que quelqu'un Oui. fasse l'informatique. Hein. Bah oui, c'est pour ça. Ça, c'est sûr. Et comme j'ai dit, il vaut mieux voilà, coder dès le départ. Parce que sinon, c'est infernal. Et puis, finalement, je dirais pour les sites infectieux, et peut-être que vous retrouverez toujours à peu près les mêmes choses. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de codes, il y en a quelques-uns, on va dire, mais peut-être que vous retrouverez toujours la même chose. Et donc, après, ça va devenir un automatisme, quoi. Une infection urinaire, je suis sûre qu'il y aura plein d'infections urinaires, quoi. Oui, donc en fait, je passe par ce lien pour avoir tous les codes. Tout est sur le guide. Ouais. Passez par ce lien pour avoir le guide de l'enquêteur. Et dans le guide, il y a tous les codes. D'accord. Merci. Sur le chat, il y a une personne qui demande comment savoir si on fait partie des établissements tirés au sort. Donc là, je pense que les établissements tirés au sort ont été ils ont avertis été par mail. informés fin janvier. Alors, c'est possible que vous n'ayez pas eu l'information, peut-être parce qu'on n'a pas vos coordonnées à jour, alors qu'on a quand même fait un effort de mettre à jour toutes les coordonnées. Mais alors, signalez-vous, enfin, je dirais, envoyez un mail et nous, on peut regarder si vous êtes tiré au sort ou pas. Et je pense qu'il y a une main levée. Oui, bonjour Sophia, c'est Sabine. Bonjour Sabine. Épinal. Excusez-moi d'insister sur la question de l'UVP. Sur le questionnaire établissement, on demande s'il y a une unité de vie adaptée, entre parenthèses, USA, UVP, Cantou, UGD, UDF, UHR, on coche oui ou non. Donc là, il propose l'UVP. Mais si on va sur le questionnaire résident, on a le choix entre pas d'accueil en unité adaptée ou USA ou UGD ou UHR et il n'y a plus la possibilité de mettre UVP. Alors, dans les établissements, il y a un UVP, où est-ce qu'on case? J'ai l'impression, je te confirmerai ça en dehors de la réunion, mais il faut que je relise le guide, mais moi je crois que c'est USA pour ce type de structure. Tu dois cocher USA. D'accord, ok. Mais je regarde plus en détail ce qui est écrit dans le guide et je te dis. D'accord, je te remercie. remercie. Tu veux bien. Merci. On passe au cas clinique? C'est bon pour toi, Rachel? Pour moi, c'est OK, oui. Si plus personne n'a de questions. Ok, donc je partage mon écran. Moi, j'ai une question. Oui. Parce que bon, moi j'ai été tirée au sort, donc je veux juste savoir quand est-ce que les guides vont passer. Est-ce qu'on va être averti avant? Il faut obligatoirement qu'on soit présent. J'ai pas compris au fait par rapport au guide. Ben, en fait, la personne qui va venir après, enfin quand on aura rentré toute cette enquête, il va y avoir quelqu'un qui vient sur site. Non, non, c'est pas prévu. Non, Non, c'est pas prévu. En fait, il y a un petit. C'est pas comme une coupe matos où on a un contrôle derrière. Non, ça c'est une enquête. Comme si je l'avais dit, c'est écrit, c'est du volontariat. Après, même tirer au sort, c'est du volontariat. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Maintenant, si vous êtes tiré au sort, c'est juste pour
on va plus se focaliser, on va plus motiver ces établissements tirés au sort pour qu'ils puissent faire l'enquête. Et on va peut-être, voilà, on répondra de la même façon aux autres établissements qui veulent faire l'enquête également. Mais voilà, si vous êtes prêts à la faire, nous, on sera là pour vous aider. Et puis, mais il n'y aura personne qui va venir contrôler ce que vous avez fait. Donc, non, c'est votre propre initiative, Oui, il n'y a pas de votre propre différence entre organisation. celle, ouais, il n'y a pas de différence entre celle tirée au sort et celle. Non, il n'y a pas de différence. C'est juste, on espère et on souhaite que celles qui sont tirées au sort, parce qu'elles feront partie de l'échantillon européen, et parce que je pense que la construction de la validation de tous les résultats au niveau national, elle est quand même basée sur cet échantillon-là, quoi. Donc, on espère que tous les établissements tirés au sort vont participer. Et puis, quand on est tiré au sort, on se dit que on se sent un peu choisi. Bah oui, Donc, voilà. donc, Nous, on a été choisis, donc. Voilà. Donc voilà. On va le faire Mais non, comme il n'y a faut. pas de. Et les analyses, elles seront pour tout le monde, quoi. Il n'y aura pas une analyse spécifique pour les tirer au sort. Voilà. Donc tout le monde aura la même analyse. Et tout le monde aura accès à son rapport automatisé.